Conseil des ministres, un ancien ouvrier sidérurgiste nommé préfet en Lorraine, Jacques Chérec, secrétaire général adjoint de la CFDT, aura la charge du redéploiement industriel. Les réactions syndicales sont mitigées. Attentat anti-arménien en série à Alfortville. 3 explosions ont fait une douzaine de blessés. Le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État à la sécurité publique sur les lieux. L'Alliance révolutionnaire Caraïbe dissoute sur décision du Conseil des ministres. Le mouvement indépendantiste vient de revendiquer la dernière vague d'attentats en Guadeloupe. Règlement de compte au Cameroun après la tentative de coup d'État du mois dernier. 35 personnes auraient été exécutées près de Yaoundé. Madame, monsieur, bonsoir. Panique cet après-midi à Alfortville. 3 bombes ont explosé en série, faisant une dizaine de blessés et le bilan aurait pu être bien plus lourd encore. 3 attentats qui visent la communauté arménienne, qui est importante dans cette petite ville du Val-de-Marne. L'une des explosions visait le monument inauguré dimanche dernier par le secrétaire d'État à la sécurité publique, un monument à la mémoire du génocide arménien. Tout de suite sur place, Bruno Ledreff. En quelques minutes, une série d'attentats. La première explosion a lieu peu après 18 h dans ce café, un bar fréquenté par les Arméniens qui représente une importante communauté à Alfortville. Au moment de l'explosion, il y a une vingtaine de consommateurs dans le café, une dizaine d'entre eux a été blessés, 2 sont gravement atteints au visage. 2 minutes après cette première explosion, dans la panique, une seconde explosion retentit. Pas de victimes cette fois-ci, mais elle détruit cette stèle, érigée en l'honneur du génocide arménien. Elle avait été inaugurée dimanche par M. Franceschi, maire d'Alfortville et secrétaire d'État à la sécurité publique. Rapidement, pompiers et SAMU sont sur place. Puis à 18 h 30, 3e explosion dans un gymnase tout proche. Bilan des 3 attentats, 13 blessés, 9 sont hospitalisés. Ça a sauté, il y a eu des explosions là, ensuite une derrière chez nous, il y avait la croix. Nous on était entre les deux, on a eu peur que ça saute aussi chez nous, on a fait évacuer le café, on est sorti en courant. Les Arméniens d'Alfortville ne comprennent pas, ils sont choqués, blessés. On peut pas expliquer cet attentat-là, parce qu'on ne savait pas encore. À la suite d'appels anonymes, la police a fait évacuer un grand magasin d'Alfortville ainsi que la maison de la culture arménienne. François Cornet, vous êtes sur place à Alfortville. Est-ce que l'émotion est toujours aussi vive et la panique aussi sensible ? Oui, bien sûr, l'émotion est très vive ici dans la communauté arménienne d'Alfortville parce qu'il y a eu 3 explosions successives, comme on vient de l'entendre, mais surtout parce qu'il y a eu cette dernière explosion dans le gymnase où se trouvaient des enfants du lycée, jouxtant la place Carnot. Bien sûr, l'émotion est vive aussi parce que cette stèle qui avait été inaugurée dimanche dernier et pour laquelle il y avait eu bien sûr des réactions en Turquie, cette stèle a explosé, c'était bien sûr l'attentat le plus marquant pour la communauté arménienne. Alors pour l'instant, bien sûr, personne n'a revendiqué les 3 attentats, mais ici, tout le monde fait le rapprochement avec la Turquie. Pour le porte-parole du mouvement national arménien, Ava Toranian, il s'agit d'un nouvel attentat turc. Rappelons qu'à la suite des gestes répétés du président Mitterrand et du gouvernement à l'égard de la communauté arménienne de France, les relations entre Paris et Ankara se sont nettement refroidies. Un autre attentat cet après-midi encore au Pays Basque, cette fois au Pays Basque français, près de Saint-Étienne-de-Bégorry. Un Basque espagnol a été tué et un autre blessé par 2 hommes à moto qui se sont enfuis. Les 2 hommes visés seraient des militants de l'ETA militaire. Des barrages routiers ont été mis en place dans tout le Pays Basque français et à la frontière espagnole. Il a commencé dans la vie comme ouvrier spécialisé. Il a passé 17 ans aux aciéries de Pompée, il devient aujourd'hui préfet. Préfet en Lorraine, avec la charge de mener à bien dans cette région meurtrie le redéploiement industriel mis en train par le gouvernement. Jacques Chérec était jusqu'ici secrétaire général adjoint de la CFDT. C'est donc un homme venu de la base et aussi l'une des personnalités les plus marquantes du monde syndical que le Conseil des ministres réuni ce matin a décidé d'envoyer sur le terrain. Laurent Carenzo.
Monsieur le préfet Chérec a gardé son sourire de syndicaliste aujourd'hui sur le perron du ministère de l'Industrie. Son sourire et son franc-parler qui a fait sa célébrité à la CFDT. À 56 ans, après 18 années passées aux aciéries de Pompée, ce syndicaliste fort en gueule a franchi toutes les étapes de la CFDT pour en devenir le numéro 2 en 1979. Un numéro 2 qui pourtant, depuis quelques mois, n'était plus le dauphin d'Edmond-Maire. Résolument moderniste, Jacques Chérec s'est fait le spécialiste d'un certain goût pour la provocation. En 73 dans l'affaire LIP, en 79 en annonçant que l'automobile devrait subir des mutations dont les conséquences sur l'emploi seraient dramatiques. D'ailleurs, le président de la République lui a donné acte récemment de ce courage. Le gros, comme on l'appelle à la CFDT, a donc sauté le pas. Une demi-surprise pour ceux qui savent que le goût de l'action l'a toujours animé et qu'il est plus un homme de terrain que de réflexion. Il y a eu beaucoup de Monsieur Lorraine déjà depuis quelque temps. Je ne veux pas être à nouveau Monsieur Lorrain qui fait des discours. Je vais être simplement un Lorrain sur le terrain qui, avec d'autres, les équipes qui sont déjà en place, pourra, je le répète, concourir à développer des initiatives, à en prendre des nouvelles, à consolider celles qui sont en cours. Je ne suis pas chargé du plan acier, je n'ai pas de commentaire à faire sur le plan acier, c'est l'affaire des ministres et c'est l'affaire des présidents directeurs généraux des entreprises. J'ai accepté une mission que j'ai discutée avec le ministre, avec le gouvernement. Elle est tournée vers l'avenir. Il s'agit de la diversification industrielle et du développement des nouvelles activités, ainsi que tous les problèmes de formation qui s'y rattachent. Et la CFDT reste absolument libre de son jugement à mon égard, comme moi je me sens tout à fait libre et autonome dans mon action, car j'entends bien travailler avec toutes les composantes économiques, socio-professionnelles, syndicales en Lorraine. Les Lorrains héritent d'un préfet pas comme les autres, qui préfèrent sans doute les cantines des aciéries aux lambris des préfectures. C'est un avantage, reste à savoir si ce sera un atout décisif. C'est donc un interlocuteur averti auquel auront affaire les Lorrains, éprouvés par les saignées de la sidérurgie et la difficile reconversion industrielle. En Lorraine, les réactions sont mitigées et sur le plan syndical, les appréciations sont plus que nuancées au sujet d'une nomination qui pose aussi le problème du rôle des syndicats. Martine Gilson. Oui, alors il y a d'abord une première réaction mi-figue, mi-raisin, celle de la CGC. Je les cite, les cadres ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu. Nous ne sommes pas surpris, ajoute la CGC. Jacques Chérec est pour le plan gouvernemental sur l'acier, mais sa mission est impossible. Il y a eu aussi une réaction épidermique du côté d'André Bergeron, qui en veut un peu à Edmond-Maire, et puis surtout un agacement à la CFTC. Il est aberrant, déclare la centrale chrétienne, d'approuver la casse d'une industrie de base de la Lorraine et de vouloir par ailleurs s'ériger en sauveur de la région. Enfin, à noter ce soir, une certaine gêne du côté de la CFDT. Elle souhaite à Jacques Chérec une bonne chance pour une tâche qui lui vaudra plus de difficultés que d'honneur, mais, ajoute la centrale d'Edmond-Maire, nous ne sommes nullement engagés par cette décision. La nomination de Jacques Chérec et sa portée, ce sera le thème du débat de notre dernier journal à 23h15, un débat qui opposera l'économiste CFDT Pierre Rosanvallon de Libération à Jean-Louis Validir de Force ouvrière et du Quotidien de Paris. Confirmation ce matin en Conseil des ministres, le SMIC est augmenté de 3,4% à partir du 1er mai, comme prévu. Une augmentation de 1% pour améliorer le pouvoir d'achat des bas salaires s'ajoute aux 2,4% d'augmentation liée automatiquement à la hausse du coût de la vie. Le budget de l'an prochain sera hélas d'une rigueur sans comparaison avec celui de 84. Cette petite phrase de Jacques Delors a fait grand bruit la nuit dernière à l'Assemblée nationale où il répondait aux questions d'actualité des députés. Le ministre de l'économie et des finances, à la sortie du Conseil des ministres ce matin, a quelque peu atténué cette déclaration tout en l'expliquant. J'ai expliqué pourquoi cette politique, en disant que les temps avaient changé, pas simplement pour nous, mais pour tous les pays européens. Et ensuite, j'ai indiqué les raisons pour lesquelles le redressement était bel et bien engagé et qu'il fallait de la volonté et de la patience. Pour le reste, j'ai indiqué que le budget 1985, en réponse à quelqu'un, serait aussi rigoureux que celui de 1984
ne serait-ce que parce que nous devons réaliser une baisse d'1 point des prélèvements obligatoires avec tout ce que cela apportera socialement et économiquement à l'économie française. Et rigueur, est-ce que ça veut dire difficulté pour les Français Mais si, il faut lire l'ensemble du discours et pas simplement les dépêches. Quand vous dites rigueur, et vous verrez que c'est une démonstration soigneuse des raisons d'espérer et de continuer dans la direction que nous avons choisie. Nous sommes en désaccord avec la politique d'austérité de M. Delors, a répété tout à l'heure Georges Marchais sur Europe 1. Selon le secrétaire général du Parti communiste, cette politique est en contradiction avec les accords PSPC de 1980. La crise dans les chantiers navals, plusieurs milliers d'ouvriers ont débrayé ce matin à Saint-Nazaire et à Nantes pour protester contre le plan de suppression d'emplois présenté par les directions des chantiers. Les syndicats ont refusé d'écouter les explications prévues dans les comités d'établissement. Par ailleurs, au chantier naval de la Seine, le secrétaire général de la CGT, Henri Krasuki, a déclaré que les suppressions d'emplois annoncées au chantier Nord-Méditerranée sont inacceptables. La société Nord-Med est une société douteuse, a dit Henri Krasuki. À Carcassonne, réunion aujourd'hui des dirigeants viticoles et d'Édouard Leclerc. Le 20 avril dernier, vous vous en souvenez, l'un de ces hypermarchés avait été entièrement détruit par un incendie criminel et 5 viticulteurs sont toujours en prison. Sur place, Alain Doubessier. Aéroport de Carcassonne, 11h30 ce matin. Édouard Leclerc arrive dans un avion de sa société. Il vient rencontrer les viticulteurs du Languedoc-Roussillon et le maire de Carcassonne. Après la destruction du centre Leclerc de la ville, va-t-il persévérer dans son attitude de sanction, ne plus vendre le vin de la région? Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Leclerc. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette réunion? Je suis venu voir ce qui s'est passé, en plus, et je veux comprendre. Midi, rencontre et mise au point avec les représentants viniviticoles. Antoine Verdal, président de la Confédération nationale des caves coopératives, et André Caz, porte-parole du comité d'action viticole de l'Aude. 3 heures de négociations, à l'issue desquelles M. Verdal se montre confiant. Ce que je peux vous dire, et même presque affirmer, c'est que les ponts ne sont pas coupés, ils ne sont pas rompus, et que la discussion, dans les jours qui viennent, sera très certainement fructueuse. 15h15, Édouard Leclerc enchaîne. Il rencontre cette fois le maire de Carcassonne afin de connaître les propositions des élus de la ville. Il sera question ici de conditions de reconstruction. C'est dans ce bâtiment que la réunion se terminera vers 17h. À son issue, Édouard Leclerc va-t-il annoncer qu'il persiste dans son embargo des vins de l'Aude? Il commercialise plus du quart de la production régionale. C'est important ici. Je suis venu, moi, à Carcassonne pour apprendre et savoir ce qui s'est passé à l'invitation de Monsieur le Président de la Chambre de commerce et du maire. Et j'ai voulu écouter les socioprofessionnels, les agriculteurs, et je me suis fait une idée. Je me laisse une dizaine de jours pour prendre une décision de lever de l'embargo. Tout le monde a pris conscience de la gravité d'une situation qui est préjudiciable à tout un département. On va vers une solution dans cette région de vignoble. On peut se demander quelle a été l'influence des propos apaisants du président de la République qui déclarait hier « Je recevrai la semaine prochaine les viticulteurs du Midi. J'ai des propositions à leur faire ». Monsieur Capdeville, qui le rencontrait hier, donc, confirme la volonté d'aboutir du président de la République. Il faut essayer de trouver un équilibre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à François Mitterrand. Je pense que de la réunion qu'il aura avec les viticulteurs devait sortir quelque chose de nouveau. Pour l'instant, le calme est revenu dans l'Aude. L'affaire est montée très haut cette fois. Des promesses ont été faites. Les viticulteurs attendent. Le revenu agricole a baissé de 3,1% l'an dernier. Le chiffre a été confirmé tout à l'heure par la Commission des comptes de l'agriculture. Et comme tous les ans, ce chiffre masque des disparités importantes de région à région et aussi entre agriculteurs. Jean-Louis Calmejane. Luc Gandon, jeune agriculteur installé depuis 4 ans sur une exploitation de 75 hectares dans la Marne. Georges Vessel, 60 ans, cultive lui en Champagne 16 hectares et demi de vignes. 2 agriculteurs dans un même département, 2 situations différentes. Luc Gandon, au bout de 4 ans, n'arrive toujours pas à mettre de l'argent de côté pour faire tourner son entreprise. Il a dû emprunter beaucoup d'argent pour s'installer et acheter ses outils de travail. Tout ce qui m'appartient, c'est-à-dire mon capital, dit-il, appartient en fait pour l'instant au Crédit Agricole.
Son problème, comme celui de nombreux jeunes éleveurs, consiste surtout à tenir quelques années avant que son exploitation ne commence à lui rapporter de l'argent. De plus en plus, les charges, toutes les charges fuel, l'engrais, tout ça, ça augmente. Et le blé, lui, il a plutôt tendance, enfin le blé par exemple, ou alors les bêtes, enfin tout ce qui est dans ma ferme que je vends, il a plutôt tendance à diminuer au point de vue prix. Alors avant, on parait à cette diminution par l'augmentation de la production. Aujourd'hui, on est arrivé à des limites. Alors comment faire pour s'en sortir? Par exemple là, le bâtiment, c'est un bâtiment qui existait. Il n'y a eu pratiquement pas d'investissement, quelques planches de bois pour faire les bacs, des tubes. Les veaux, c'est vraiment le maximum que je peux tirer d'eux. Et malgré ça, on n'arrive pas à obtenir un revenu qui soit suffisant pour vivre nous, et puis aussi pour faire tourner l'entreprise. Faire tourner l'entreprise, c'est aussi le leitmotiv de Georges Vessel. 2 très bonnes récoltes ces 2 dernières années devraient le contenter. Georges Vessel fait partie de ceux qui ont eu de la chance et qui ont vu leurs revenus augmenter en 83, comme aussi la plupart des producteurs de fruits et légumes. Cependant, malgré cela, Georges Vessel, lui non plus, ne peut faire tourner son entreprise comme il le voudrait. Il connaît des problèmes, 2 sortes de problèmes. D'abord le problème financier de stockage, puisque nous devons stocker nos vins pendant 3 ans avant de les mettre sur la clientèle, dans la clientèle. Deuxièmement, des problèmes d'investissement, puisque pour loger nos vins, nous sommes obligés d'investir et nous avons besoin d'argent frais et d'emprunts, nous sommes obligés de faire des emprunts. Et il est bien certain qu'avec les ponctions que fait l'État au niveau des impôts, eh bien, nous avons des problèmes extrêmement importants de trésorerie et je pense que pour tous les récoltants médicaments, c'est la même chose. Est-ce que vous vous sentez privilégié par rapport aux autres agriculteurs et notamment par rapport aux éleveurs? Disons que je préfère être viticulteur en Champagne que d'être éleveur de moutons ou d'être éleveur de bœufs. 2 agriculteurs dans une même région réputée riche. L'un éleveur voit son pouvoir d'achat diminuer, l'autre viticulteur est plus heureux que le premier. Et entre eux, les écarts se creusent. C'est un peu l'image du revenu agricole moyen en France pour 1983. Les 4 principales organisations agricoles s'inquiètent dans un communiqué commun de cette nouvelle baisse du revenu agricole en 83. Il n'y aura pas de publicité comparative en France, ainsi en a décidé ce matin le Conseil des ministres, qui suit donc l'avis du Conseil national de la consommation. Cette forme de publicité existe pourtant depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. Une véritable révolution dans la communication et dans la vie quotidienne, c'est en ces termes que le porte-parole du gouvernement a qualifié le plan de télédistribution par câble que le gouvernement a adopté comme prévu ce matin. Patrick Esther nous rappelle les principes du projet gouvernemental. Cette fois, c'est donc décidé, la France va se doter d'un réseau de câbles en fibre optique. Un réseau chargé de distribuer des dizaines de chaînes de télévision, mais aussi des services nouveaux comme le téléphone à images, le visiophone. Ce réseau ne sera pas achevé avant l'an 2000, mais en revanche, utilisera la technologie la plus moderne du monde. Ce câble sera installé et financé par les PTT, dont il restera la propriété. Les sociétés chargées d'alimenter en programme ce câble auront le statut de société d'économie mixte, alliant capitaux privés et publics. Chaque collectivité locale choisira elle-même le dosage exact de son niveau de participation financier, qu'il soit majoritaire ou minoritaire. Les présidents de ces sociétés seront impérativement des élus locaux. Ce sont également ces sociétés qui percevront les recettes chez les abonnés et qui paieront l'allocation du réseau au PTT. Les programmes devront obéir à 4 principes. Avoir reçu l'autorisation de diffusion de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle. Les émissions importées de l'étranger ne pourront en aucun cas excéder le tiers des heures d'antenne. La création locale devra représenter au moins 15% de ces programmes. Enfin, la diffusion de films sera soumise à des règles très strictes. Dans les heures qui viennent, Jacques Chirac devrait recevoir l'autorisation de lancer son programme de câblage de Paris en fibre optique. Mais la première ville à être câblée, des 133 qui en ont déjà fait la demande, sera Montpellier. Son réseau devrait être opérationnel dès l'an prochain. Pas de réaction officielle encore du maire de Paris qui présentera le 15 mai prochain son projet d'une nouvelle politique de la communication audiovisuelle.
De l'air, tel est le slogan retenu pour sa campagne électorale européenne par l'entente radicale écologiste européenne, autrement dit l'air, ERE. Olivier Stirn, François Doubin et Brice Lalonde ont présenté tout à l'heure leur liste électorale et pour ce faire, ils ont pris l'autobus. C'est une vieille ligne qui a repris du service aujourd'hui pour transporter la liste centriste au complet sur la route de l'Europe via le bois de Boulogne. Ça rappelle des souvenirs ces autobus? Oui. La Troisième République, c'était les autobus. La bonne, la vraie. Difficile en effet de ne pas évoquer ce genre de souvenirs si l'on considère la liste Entente radicale écologiste européenne qui vient de voir le jour. Oubliez la romance des deux forts, enterrez le candidat introuvable. Aujourd'hui, la liste comprend 30 radicaux de gauche, 25 amis d'Olivier Stirn, 20 écologistes, une liste à 3 têtes. Brice Lalonde, ancien candidat écolo présidentiel, Olivier Stirn, ancien ministre de Giscard, l'homme de l'opposition qui a amorcé son virage à gauche, et François Doubin, radical de gauche, qui fait donc partie de la majorité. Une liste dont certains disent qu'elle est secrètement encouragée par l'Élysée. Ce que nous voulons, c'est nous remettre à travailler, que ce pays se remette à travailler et que pour ça, il est de nouveau des fenêtres ouvertes, des possibilités ouvertes, les moyens de se former, d'investir. C'est ça ce que ça veut dire de l'air. Vous l'avez vu, la droite, c'est irrespirable. Ces querelles de Gaulois entre les leaders et la gauche, la division des socialistes et des communistes. Il faut que les Français soient mobilisés, croient en leur avenir. Et ensemble, si nous sommes en apparence différents au départ, l'un venant de la majorité, l'autre de l'opposition, le troisième ne s'étant jamais marqué ni à gauche ni à droite, au contraire, notre convergence est très forte. Nous construirons une troisième voie où chacun enfin pourra respirer tranquillement. Leur rêve inavoué, le départ des communistes, une nouvelle majorité où le centre aurait sa place, nous n'y sommes pas encore. Le nouveau mouvement cherche toujours le soutien d'un groupe parlementaire pour avoir accès sur les médias au même titre que les grandes listes à la campagne officielle. Retournons maintenant à Alfortville, où, je vous le disais tout à l'heure, une série d'attentats ont frappé cet après-midi la communauté arménienne. François Cornet, qui est toujours sur place, vient de recueillir la réaction du porte-parole du mouvement national arménien. Et nous allons faire comme d'autres communautés l'ont fait avant nous, à savoir que nous allons employer nous-mêmes des moyens pour assurer et pour organiser notre sécurité dans la mesure où rien n'est fait à ce niveau-là, ni en ce qui concerne les responsables politiques arméniens, ni en ce qui concerne les biens et les édifices arméniens en France. Quels moyens? Les moyens d'autodéfense. Lesquels? C'est donc la réaction à chaud d'Ava Toragnan à la série d'explosions de cet après-midi à Alfortville. Dernière minute à l'étranger, en Pologne, manifestation en faveur de solidarité à Varsovie. Plus de 5000 personnes sont en train de manifester dans la capitale polonaise leur soutien aux syndicats dissous. La semaine dernière, en Guadeloupe, une quinzaine d'explosions à la bombe faisaient des dégâts matériels dans différentes parties de l'île. L'Alliance révolutionnaire Caraïbe les a revendiqués la nuit dernière. Ce matin, le Conseil des ministres a décidé de dissoudre ce mouvement clandestin qui veut l'indépendance des Antilles françaises. C'est là un acte de courage du gouvernement, juge Madame Michaud-Chevry, présidente du Conseil général de Guadeloupe et membre de l'opposition. Au Conseil des ministres encore, adoption ce matin du projet de loi sur un nouveau statut d'autonomie interne pour la Nouvelle-Calédonie, un projet qui prévoit un scrutin d'autodétermination pour la population d'ici 5 ans. À l'étranger, d'abord une information qui n'est pas confirmée officiellement mais qui paraît sûre. 35 personnes ont été exécutées au Cameroun. Elles étaient accusées d'avoir participé à la tentative de coup d'État du 6 avril dernier à Yaoundé. Hervé Bosini. Camerounais, l'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande Abia. C'était le 6 avril dernier. À la radio, un militaire lançait l'appel des putschistes de Yaoundé. Ce militaire a été exécuté ce matin. 34 personnes avec lui ont subi le même sort. Leur jugement n'a pas eu lieu dans ce palais de justice de Yaoundé. Le tribunal militaire, qui a prononcé les condamnations à mort, siégeait dans le plus grand secret, au sein même du quartier général des forces armées camerounaises, ici. Vraisemblablement, c'est à Mbalmayo, à 48 km de Yaoundé, que les 35 condamnés ont été exécutés. Qui sont-ils? Certainement beaucoup de militaires de haut rang,
parmi lesquels des membres de la garde républicaine qui s'étaient mutinés, mais peut-être aussi des hommes d'affaires, des cadres, comme par exemple Issa Hadoum, un haut fonctionnaire. Le président Biya a donc choisi la solution radicale. C'est là une grande surprise, car cet homme a toujours fait preuve de mansuétude, notamment à l'égard de ses opposants. Ces exécutions massives peuvent constituer à court terme un risque pour l'unité du pays. La plupart des 35 exécutés étaient originaires du Nord Cameroun, précisément de Garoua. Le pape Jean-Paul II est arrivé ce matin en Corée du Sud pour une visite pastorale de 4 jours. Jean-Paul II a aussitôt lancé un appel à la réunification des deux Corées. Jean-Claude Darigo. Des centaines de milliers de personnes, 500 000 précise le gouvernement coréen, ont accueilli aujourd'hui Jean-Paul II à Séoul. Répondant à l'allocution de bienvenue du président coréen, le pape a renouvelé son appel à la réunification de la Corée coupée en deux depuis 36 ans. Cette réunification doit se faire, a précisé Jean-Paul II, dans le dialogue et non par le conflit armé. Le pape a été accueilli dans un pays en pleine expansion économique, une croissance de 10% par an, mais il n'ignore pas quel prix les travailleurs coréens doivent payer pour le succès de leur économie nationale. 60 heures de travail par semaine et peu de protection sociale. Jean-Paul II a rappelé dès ses premiers discours qu'il fallait être très attentif à la justice et aux inégalités. Il est allé dans l'après-midi se recueillir à la basilique qui contient les reliques des 103 martyrs coréens qu'il canonisera dimanche. Demain, une messe à Gwangju rassemblera une foule considérable. Gwangju est un symbole du désir de liberté des Coréens. Il y a 4 ans, le général Chung Do-hwan, aujourd'hui chef de l'État, avait écrasé dans le sang une révolte étudiante et l'Église catholique s'était dressée contre cette action violente. Le sport ce soir, c'est encore le football, surtout à Bordeaux. La joie règne dans le Bordelais. Bordeaux, vous le savez, a gagné la nuit dernière à Rennes et les Girondins sont donc champions de France. Un titre convoité depuis 34 ans et qui vient à point raffermir la cohésion d'un club en mauvaise passe financière. Dominique Leglou. Ouf, enfin un titre de champion de France 34 ans après. Une victoire devant Rennes qui n'a pas de prix pour Bordeaux. 5 fois deuxième en championnat, 5 fois finaliste de la Coupe de France depuis 1950. Bordeaux, l'éternel second, un cauchemar qui a pris fin hier soir. 3 minutes d'angoisse pourtant, après que Monaco eut ouvert le score devant Nantes par Bernard Gengini. 3 minutes pendant lesquelles Monaco est virtuel champion de France. Et puis vient enfin la délivrance pour Bordeaux sur un coup franc de Bernard Lacombe, le monsieur but des Girondins. Bordeaux respire, il mène 1-0 à Rennes et c'est suffisant pour un titre. Un titre définitivement assuré à quelques minutes de la fin du match par un autre buteur retrouvé, l'Allemand Dieter Müller. Explosion de joie collective sur le terrain, hors du terrain et dans les rues de Bordeaux. Une victoire qui efface bien des soucis et qui rend euphorique le supporter numéro 1 du club, Jacques Chabandelmas. Vous savez, c'est un club très bien géré, c'est un club bien dirigé, c'est un club qui n'a pas seulement cette équipe professionnelle, mais qui a de nombreuses équipes, à la fois les minimes, les cadets, les juniors, et qui est en même temps un club phare, qui rend des services, on peut dire, au football dans toute la région. Un titre qui va soulager les finances bordelaises. Bordeaux est une équipe composée de grandes vedettes, cela coûte cher. La masse salariale est la première de France, 20 millions de francs sur un budget global de 40. Comme les spectateurs ne vont pas toujours très nombreux au stade, 21 millions de francs seulement de recettes, l'équilibre est difficile à assurer. Pour boucler ce budget, traditionnellement un seul et même remède, la générosité de la municipalité bordelaise, le seul vrai sponsor. Nous n'avons pas de conseil général, nous n'avons pas de prince, nous n'avons pas de Peugeot qui est derrière nous, nous n'avons qu'une ville, Bordeaux. C'est-à-dire que si demain la municipalité de Bordeaux arrêtait son aide, ça serait terminé des Girondins? Bien sûr, bien sûr. Comme si le prince de Monaco supprimait l'aide, je ne vois pas comment avec 2500 personnes de moyenne, alors que nous en avons 19 000, il pourrait payer Gengini ou autre. Les résultats du quartet de Vincennes cet après-midi, le 15, le 16, le 10 et le 11, 5 francs placés dans l'ordre rapportent 841 francs, dans un ordre différent 61 francs.
Et puis, deux informations de dernière minute. À Varsovie, la milice est en train de charger les manifestants qui réaffirment leur soutien au syndicat dissous Solidarité. Et un correspondant anonyme se réclamant du GAL, le groupement antiterroriste de libération espagnol, vient de revendiquer l'attentat qui, je vous le rappelle, a fait un mort et un blessé cet après-midi au Pays Basque français. Et revenons brièvement encore avec François Cornet, qui est sur place à Alfortville, sur le point de l'enquête sur les 3 explosions qui ont visé cet après-midi la communauté arménienne d'Alfortville. François, vous avez du nouveau ? Non, à cette heure-ci, ces 3 attentats n'ont toujours pas été revendiqués. Mais on se pose ce soir quelques questions à propos de l'attentat dans le café, le Tom Tip, que vous voyez en ce moment, qui a fermé ses rideaux de fer. En effet, ce café n'était pas tenu, contrairement à celui qui se trouve de l'autre côté de la place, par un Arménien. Il y avait bien sûr beaucoup d'Arméniens dans ce café, mais beaucoup moins que dans l'autre. Et l'autre était fermé aujourd'hui. Alors on se demande ici si les terroristes, si les commandos qui sont venus pour poser ces 3 bombes à Alfortville ne se sont pas trompés d'objectif. Ce qui fait penser qu'effectivement, ils venaient de l'extérieur. Monsieur Joseph Franceschi, le secrétaire d'État à la sécurité publique, est venu tout à l'heure sur les lieux. Il s'est déclaré indigné, scandalisé par ces attentats. Il a déclaré que ce n'était pas par ces gestes-là qu'on faisait avancer ses idées. Je vous rappelle le bilan, 13 blessés dont 2 grièvement atteints, 9 personnes hospitalisées ce soir. Nous retrouverons François Cornet dans notre dernier journal à 23h15 pour faire le point sur les attentats d'Alfortville. Rapidement, un mot du temps, Alain Gillot-Pétré. Oui, eh bien la France demain sera entre 2 dépressions que vous allez très vite voir sur la photo satellite. Voilà, la France est ici, la première dépression s'en va vers l'est très lentement, la deuxième arrive, mais elle ne sera pas méchante. Regardez la carte sur l'est du pays, donc encore une zone pluvio-orageuse s'évacuant très lentement. Sur l'ouest, une zone de nuages avec peu de pluie. Et au milieu, après les brumes et brouillards matinaux, ce sera dans l'ensemble du beau temps, malgré quelques petites averses résiduelles. Côté température de 12 à 20 degrés du nord au sud du pays, c'est une légère hausse grâce au soleil de demain. Demain, vendredi, 4 mètres, 3 minutes de soleil en plus. Le soleil sur les bras, il se couchera aussi, et vive les Sylvains. Voilà, en vous demandant pardon pour ce léger retard dû à une actualité, hélas, bien mouvementée. Je vous rappelle qu'à 23h15, vous retrouvez Hervé Claude pour notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. À demain, 20h.